La perle noire. Une nuit, un violent coup de sonnette réveille la gardienne du numéro 9 de l'avenue Hoche à Paris. Elle ouvre la porte de l'immeuble et dit « Il est au moins 3 heures !» Son mari répond « C'est peut-être pour le docteur ?» Une voix demande « Le docteur Harel, quel étage ?»« 3e à gauche. Mais le docteur ne reçoit pas la nuit. Il va me recevoir. » L'homme est dans l'entrée. Il monte un étage, 2 étages. Il ne s'arrête pas au 3e. Arrivé au 5e étage, il sort 2 clés de sa poche et il essaie d'ouvrir une porte. Parfait, se dit-il. C'est assez simple. Mais avant d'agir, il faut que je pense à ma sortie. Au lieu de fermer la porte d'entrée derrière lui, il met un morceau de fer dans la serrure. Il peut revenir quand il veut. Il descend et il fait un signe à la gardienne de l'immeuble. Il revient donc un peu plus tard sans bruit. Il remonte les 5 étages, ouvre la porte sans difficulté et rentre dans l'appartement. Il pose son manteau et son chapeau dans l'entrée sur une chaise. À la lumière d'une lampe de poche, il met des chaussons par-dessus ses bottes pour ne pas faire de bruit. Ouf! Ça y est! Comme c'est facile. Je me demande pourquoi tout le monde ne choisit pas le beau métier de cambrioleur. Il déplie un plan précis de l'appartement. Bon, où suis-je? Ici, c'est l'entrée. Côté rue, il y a le salon et la salle à manger. Inutile d'aller par là, il paraît que la décoration est déplorable. Pas un objet de valeur. Donc, voilà le couloir, puis les chambres. À 3 mètres, sur mon plan, il y a la porte du placard qui communique avec la chambre de la comtesse. Il plie son plan, éteint sa lampe et va dans le couloir pour compter. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Voici la porte. Comment l'ouvrir? Il sort de sa poche ce qu'il faut pour faire sauter la serrure. Puis soudain il se demande « Cette porte est-elle fermée ?» Essayons. Il essaie. La porte s'ouvre. « Mon cher Lupin, tu as de la chance. Et maintenant, tu as vu le plan de l'appartement. Tu connais l'endroit où la comtesse cache la perle noire. Il faut donc être silencieux comme le silence et invisible comme la nuit. » Arsène Lupin met une bonne demi-heure à ouvrir la seconde porte de la chambre sans perturber le silence de la nuit. D'après les indications de son plan, il y a une chaise, puis un fauteuil et une petite table située près du lit. Sur cette table, il y a une boîte et, à l'intérieur, la perle noire. Il n'y a pas de lumière et il se déplace à 4 pattes, très lentement, guidé par ses mains qui reconnaissent les objets. Voilà, il est passé devant la chaise. Il entend son cœur battre très fort dans le silence. Il continue. Il touche le fauteuil, puis un pied de la table. Enfin, il va se lever, prendre la perle et partir. Mais son cœur recommence à battre très fort et il pense qu'il va réveiller la comtesse. Quand il se lève, sa main gauche touche un objet sur le tapis. Il reconnaît un bougeoir tombé par terre. Puis, à côté, une montre. Quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi ces objets ne sont-ils pas à leur place habituelle?
Il pousse un cri. Il a touché quelque chose d'étrange. Il est immobile. De grosses gouttes de sueur coulent sur son front. Il trouve le courage de tendre sa main à nouveau et de toucher cette chose inattendue. Ce sont des cheveux, un visage froid. Il allume aussitôt sa lampe et voit une femme étendue par terre devant lui. Elle a des blessures sur le cou et sur les épaules. Elle est couverte de sang. Elle est morte. Morte. Morte, répète-t-il. Il se lève et éclaire la chambre. La femme a certainement lutté contre son agresseur. Tout est en désordre, le lit, les objets. L'agression est récente. Par terre, il voit le bougeoir et la montre. Elle marque 11h20. Et la perle noire. La boîte est à sa place. Il l'ouvre, mais elle est vide. Pas de chance. La comtesse assassinée, la perle noire disparue. Dans une situation pareille, on pense sans doute à fuir, mais Arsène Lupin réfléchit. Il imagine qu'il est le commissaire de police qui vient sur les lieux pour l'enquête. Alors, il s'assoit dans un fauteuil, réellement troublé par ce qu'il a découvert ici. Ce qui s'est passé ce soir-là, avenue Hoche, personne ne le sait précisément. Vingt ans avant sa mort, Léontine Zalti, la veuve du comte d'Andillot, vivait à Paris dans un luxe extraordinaire. On se souvient de ses colliers de diamants et de ses perles dans toute l'Europe. Mais un jour, toutes ces richesses ont disparu. Sauf la perle noire. La fameuse perle noire, cadeau d'un empereur et qui vaut beaucoup d'argent. 2 jours après la découverte d'Arsène Lupin, les journaux parlent de l'événement. On annonce l'arrestation de Victor Danègre, l'employé de maison de la comtesse d'Andillot. Quelle preuve a-t-on contre lui ? La police a constaté des taches de sang sur son gilet. Or, dès le début des recherches, un bouton de ce gilet a été retrouvé sous le lit de la victime. Un soir, après le dîner, Danègre a peut-être vu la comtesse cacher la perle noire. Mais il y a quelque chose d'étrange. À 7h du matin, Danègre est allé au bureau de tabac du boulevard de Courcelles. La cuisinière et une autre employée de maison affirment qu'à 8h, toutes les portes étaient fermées à clé. Comment Danègre est-il sorti de l'appartement, lui qui n'a jamais eu de clé ? Les recherches ne permettent pas une meilleure compréhension de cet assassinat. On apprend que Victor Danègre est un alcoolique et qu'il a déjà eu des problèmes avec la police. Mademoiselle de Saint-Clèves, unique héritière de la comtesse, déclare qu'elle a reçu une lettre de la victime avec des indications précises sur la perle noire. Le lendemain, on constatait la disparition de la perle. Qui l'a volée ? De son côté, la gardienne de l'immeuble raconte qu'elle a ouvert la porte à un homme qui est monté chez le docteur Harel. Mais quand on interroge le docteur, il répond que personne n'a sonné chez lui. Quel est cet homme qui est entré dans l'immeuble la nuit du crime ? Un complice de Danègre ? Tout le monde pense maintenant à l'existence d'un complice. Et Ganimard, le célèbre inspecteur de police aussi. Arsène Lupin, dit-il au juge. Oh, vous le voyez partout, votre Lupin. Je le vois partout parce qu'il est partout. Vous le voyez chaque fois que quelque chose ne vous paraît pas très clair. Regardez, pour l'heure du crime, la montre s'est arrêtée à 11h20 et la gardienne parle d'une visite à 3h du matin.
Malgré cela, la justice ne change pas d'avis sur Danègre. Il est coupable. Mais son avocat montre que toutes les preuves ne sont pas réunies. Où est la clé qui a permis à Danègre de fermer l'appartement? Qui a vu le couteau de l'assassin? Personne ne l'a trouvé. L'auteur du vol et du crime est peut-être l'homme qui est entré dans l'immeuble à 3 heures du matin. Enfin, après 6 mois de prison, Victor Danègre est libéré. Quand il sort de prison, il prend un nouveau nom, Anatole Dufour. Il habite une petite chambre à Montmartre. Pour gagner de l'argent, il fait des petits travaux. Mais on le reconnaît toujours comme le coupable injustement sorti de prison. Souvent, il aperçoit des hommes qui le suivent. Il ne sait pas si ce sont des policiers. Un soir, il mange dans un café à Montmartre quand un inconnu s'assoit en face de lui. C'est un homme de 40 ans environ. Ses vêtements ne sont pas très propres. Il commande à dîner, lui aussi. Quand il a fini de manger sa soupe, il regarde Danègre pendant un long moment. Danègre devient tout blanc. Cet homme est sans doute quelqu'un qui le suit depuis plusieurs semaines. Que veut-il? L'homme se sert du vin et remplit le verre de Danègre. « À votre santé. »« Oui, à votre santé. »« À votre santé, Victor Danègre. »« Moi? Moi? Mais non. Vous n'êtes pas vous, l'employé de la comtesse? »« Quel employé? Je m'appelle Dufour. Demandez au patron. »« Anatole Dufour, pour le patron, oui. Mais Danègre, pour la justice. »« Ce n'est pas vrai. Pas vrai. » L'inconnu sort une carte de sa poche. Victor lit « Grimaudan, ex-inspecteur de la sécurité, renseignements confidentiels. »« Vous êtes de la police? » ?»« Non, plus maintenant. C'est un peu le même travail, mais je gagne plus d'argent. Quand je rencontre des personnes comme vous, par exemple, comme moi, oui, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien me refuser. » Victor Danègre, de plus en plus préoccupé, demande « Que se passe-t-il? Parlez !»« Bon, je suis envoyé par mademoiselle de Saint-Clèves. »« Saint-Clèves ? L'héritière de la comtesse d'Andillot. »« Eh bien, mademoiselle de Saint-Clèves me charge de vous demander la perle noire. »« La perle noire ? La perle que vous avez volée. »« Mais je ne l'ai pas !»« Vous l'avez. »« Je ne suis pas l'assassin, donc je ne l'ai pas. »« C'est vous, l'assassin. » Danègre fait un effort pour rire. « Heureusement, mon bon monsieur, la justice n'est pas de cet avis. Finalement, tous m'ont reconnu innocent. » L'homme lui prend le bras. « Taisez-vous, mon petit. Écoutez-moi attentivement. Chaque parole est importante. Danègre, 3 semaines avant le crime, vous avez pris dans la cuisine la clé qui ouvre la porte de service. Vous avez fait faire une copie de cette clé chez le serrurier Outard, 244 rue Oberkampf. »« C'est pas vrai. Pas vrai, répond Victor. Personne n'a vu cette clé. Elle n'existe pas. La voici. Puis, après un long silence, Grimaudan dit « Vous avez tué la comtesse avec un couteau acheté place de la République. Personne n'a vu le couteau. Le voici. » Et après, vous avez une clé et un couteau. Qui peut dire à qui ils appartiennent? Le serrurier et l'employé à qui vous avez acheté le couteau, je les ai interrogés. Ils peuvent vous reconnaître. Danègre commence à avoir peur. Après son arrestation, la justice n'a jamais analysé la situation avec cette précision. Il répond « Ce sont toutes vos preuves ?»« Non,
encore une chose. Quand vous êtes sorti de la chambre de la comtesse, après le crime, vous avez posé une main sur le mur. Comment le savez-vous ? Personne ne peut savoir. Les inspecteurs de police n'ont pas pensé à observer les murs. Mais on y voit une marque rouge, très légère. La marque de votre main. La main que vous avez posée sur le mur. Victor Danègre a de plus en plus chaud. Il regarde cet homme qui parle tranquillement de son crime dans les moindres détails, comme un témoin invisible qui a tout vu. Il baisse la tête. Il a lutté pendant des mois contre la justice, mais devant cet homme, il semble qu'il ne peut rien faire. Si je vous donne la perle, combien la payez-vous ? Rien. Comment ? Si je vous donne cet objet qui vaut plus de 100 000 francs, vous ne me donnez rien ? Si, la vie. Et Grimaudan ajoute doucement, « Cette perle n'a aucune valeur pour vous. Il vous est impossible de la vendre. Pourquoi la garder ? Un jour ou l'autre, si ce n'est pas trop tard. Pourquoi ? Parce que la justice va vous arrêter si je lui donne comme preuve le couteau, la clé, votre main sur le mur. » Victor prend sa tête entre ses mains et réfléchit. Il paraît perdu. Il dit doucement, « Quand la voulez-vous ? Ce soir. Sinon, j'envoie la lettre de mademoiselle Sinclève qui vous dénonce à la police. » Danègre se sert 2 verres de vin qu'il boit aussitôt. Puis il se lève. « Payez l'addition et allons-y. » Il fait nuit maintenant. Les 2 hommes descendent la rue Le Pic, prennent les boulevards. Ils marchent en silence. Ils arrivent au parc Monceau, près du bureau de tabac où Danègre est venu le jour de son arrestation. Puis Danègre s'arrête un peu plus loin et s'assoit sur un banc. « Eh bien ?» demande Grimaudan. « C'est là. »« Quoi ? Qu'est-ce que vous me dites ? » ?»« Oui, là, devant nous. »« Devant nous ? Je vous répète qu'elle est là. »« Où ? » ?»« Entre 2 pavés. »« Lesquels ? » ?»« Cherchez. »« Lesquels ? » répète Grimaudan. Victor ne répond pas. « Alors, tu hésites ? » ?»« Non, mais c'est tout ce que j'ai. Sinon, c'est la misère. »« Bon, combien tu veux ? » ?»« Le prix d'un billet pour l'Amérique. »« D'accord. Et 100 francs pour le voyage. »« Je te donne 200. Parle. » Comptez les pavés. C'est entre le 12e et le 13e. Là ? Oui. En bas du trottoir. Où il y a de l'eau. Grimaudan regarde autour de lui. Des tramways passent, des gens aussi. Il prend son couteau et l'introduit entre le 12e et le 13e pavé. Et si elle n'est pas là ? Personne ne m'a vu. Elle doit être là. La perle noire ici, dans la terre. La perle noire. Un objet si précieux. À quelle profondeur ? Elle est à 10 centimètres à peu près. Il creuse la terre. Son couteau touche quelque chose. Il aperçoit la perle noire. Tiens, voilà 200 francs. Je te donne ton billet pour l'Amérique plus tard. Le lendemain, on pouvait lire dans les journaux « Depuis hier, la fameuse perle noire est entre les mains d'Arsène Lupin, qui a retrouvé l'assassin de la comtesse d'Andillot. Des copies de ce précieux bijou vont être exposées à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Calcutta et à New York. Arsène Lupin attend des propositions. » Voilà comment, sous le nom de Grimaudan, Arsène Lupin a réussi à reprendre la fameuse perle noire.
Il est très fier de cette aventure. Les 40 minutes passées dans l'appartement de la comtesse sont les plus étonnantes de sa vie. Il a compris le crime et découvert le seul coupable possible, un employé de maison. Il a laissé le bouton de son gilet sous le lit, il a pris le couteau oublié sur le tapis et la clé oubliée dans la serrure. Il a fermé la porte à clé et il a fait disparaître les traces de sa main sur le mur. Arrêté par la police, Danègre est libéré par manque de preuves suffisantes. Des preuves qu'Arsène Lupin avait, lui, pour menacer l'assassin et récupérer la perle. Arsène Lupin sort la perle d'une de ses poches secrètes, l'examine et la caresse. Puis il pense « À quel milliardaire est destiné ce trésor ?» Ce magnifique bijou porté par Léontine Zalti, comtesse d'Andillot.